les prochaines slides. Je vous présente le professeur Bernard Lahire. Donc, professeur Bernard Lahire est sociologue, directeur de recherche au CNRS, au centre Max Weber de l'École normale supérieure de Lyon. Il est reconnu pour ses travaux sur la scolarisation, les inégalités sociales, les logiques d'action humaine. Et plus récemment, il a entrepris un travail interdisciplinaire ambitieux de raccordement entre sciences sociales et sciences naturelles. Et ce qui débouche sur une proposition théorique de sciences sociales du vivant. Alors, dans ses recherches, il nous invite à réfléchir à cette nouvelle manière d'aborder le vivant, où l'humain n'est plus séparé du monde biologique, mais replacé dans une continuité avec les autres formes de vie. Donc, nous passons des eucaryotes et des formes de vie minuscules et macroscopiques à l'être humain, justement. Donc... Mon propos peut paraître bizarre, parce que ça s'appelle « Vers une science sociale du vivant ». Les sciences sociales du vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Ce que je vais dire, c'est tiré de deux gros ouvrages, enfin un gros ouvrage et un ouvrage normal, si j'ose dire. Le premier, il a été publié en 2023, il fait près de 1000 pages, et c'est l'ouvrage fondateur de cette nouvelle démarche de sciences sociales du vivant. Donc, c'est les structures fondamentales des sociétés humaines. Et puis, en janvier 2025, j'ai fait paraître une sorte de digest, voilà, pour essayer de ne pas décourager les étudiants, puisque ça fait que 250 pages, et devant 1000 pages, certains baissent un peu les bras. Donc, sur ces, voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir ces deux ouvrages. L'idée de départ, c'est que les sciences sociales peuvent produire à l'heure actuelle, et je suis le premier défenseur des sciences sociales, mais elles produisent des travaux tout à fait rigoureux, pour une partie évidemment, il y a toujours des choses qui se passent mal, mais les sciences sociales, qu'est-ce que c'est qu'une bonne production en sciences sociales? C'est une production qui propose un certain nombre d'études d'objets relativement délimitées, avec une méthode, on produit des données qui sont explicitement collectées. On peut débattre de la nature des données en fonction des méthodes qu'on met en œuvre, et ainsi de suite. Et puis, on a des cadres théoriques pour essayer d'interpréter ces données, les faire parler, comme on dit souvent. Le problème, c'est que la science, ça ne s'arrête pas là. Et que je pense que les sciences sociales ne sont pas allées au bout d'un certain accomplissement, et qu'elles restent, alors comme disent un certain nombre de mes collègues biologistes, un peu anecdotiques, dans le sens où on produit de nombreuses monographies très, très bonnes, mais à chaque fois qui s'additionnent à d'autres, mais n'arrivent pas à prendre ensemble, c'est-à-dire à produire des savoirs plus généraux en matière d'études du fonctionnement des sociétés humaines. Donc, si vous demandez aujourd'hui à des chercheurs en sciences sociales, est-ce que c'est possible de formuler des lois générales de fonctionnement des sociétés humaines, ils vont répondre non, c'est pas possible. Vous leur demandez, est-ce qu'on peut dégager des invariants? La plupart du temps, ce qu'on me répond, c'est ça sert à rien, puisque c'est pas ça qui nous intéresse. On s'intéresse qu'à des variations. On sait très bien, on a tous appris qu'évidemment, si vous étudiez, si vous prenez le livre de Claude Lévi-Strauss sur les Nambiquara et que vous le comparez avec des études des sociétés capitalistes contemporaines, ce qui vous saute aux yeux, c'est évidemment toutes les différences. Ça paraît aller de soi. Et en même temps, il y a des invariants. C'est-à-dire, nous avons de grandes proximités avec les Nambiquara. C'est d'ailleurs pour ça, les Nambiquara, c'est en Amazonie, pour ceux qui l'ignoreraient. Ces sociétés partagent un certain nombre de propriétés en termes de structure sociale avec les nôtres, mais ces propriétés communes ne se voient pas parce qu'on ne voit que les différences, que la diversité. Alors, il nous manque de la cumulativité scientifique, il nous manque du progrès scientifique. Et c'est vrai qu'une des grandes réponses d'un grand sociologue allemand, Max Weber, sur ces questions-là, c'est il n'est pas possible de faire, des généralités en sciences sociales parce que nous avons un objet particulier qui ne cesse de bouger. C'est un objet historique.
Ça bouge. Bon, vous avez la citation, il y a des sciences auxquelles il a été donné de rester éternellement jeune. C'est le cas de toutes les disciplines historiques, de toutes celles à qui le flux éternellement mouvant de la civilisation procure sans cesse de nouveaux problèmes. Donc, parce que les sociétés ne cessent de varier, alors il ne serait pas possible de dégager des lois dans tout ça. Gros problème. Alors, si on revient à Darwin, par exemple, quoi de plus mouvant que le vivant ? Ça n'a cessé de varier. On est passé d'unicellulaire à des pluricellulaires de nature extrêmement différente, etc. On a parlé de transformisme avec Darwin. Et c'était des thèses qui s'opposaient au fixisme, de gens qui disaient bon, bah, les espèces sont toutes apparues en même temps, et puis il y en a qui sont mortes, donc on trouve des fossiles, mais voilà comment les choses se sont passées. Et en fait, Darwin et d'autres, parce qu'il n'était pas seul, a montré que non, les espèces ne cessent de muter, de se transformer, voilà, et elles disparaissent, d'autres apparaissent, et ainsi de suite. C'est ça l'histoire du vivant. Il n'y a pas de morale là-dedans. Nous savons que nous allons disparaître. Je veux dire, c'est pas un scoop. Bon, alors le plus tard possible, évidemment. On ne souhaite pas la mort de l'espèce humaine tout de suite, mais voilà, on sait, comme toutes les espèces, on va finir par terminer mal, si j'ose dire. Donc, pourquoi une science comme la biologie, qui a un objet aussi mouvant, a réussi à dégager des lois ? Les lois de l'évolution, c'est les 3 lois formulées par Darwin dans L'origine des espèces, qui a été citée tout à l'heure, c'est variabilité, sélection naturelle et hérédité. Après, il y a eu le gène qui a permis de mieux comprendre les mécanismes, etc. Et encore d'autres choses après. Mais vous voyez, on a découvert des choses et il n'y a pas un biologiste aujourd'hui, au niveau moléculaire, cellulaire, de l'organisme, des biologistes qui travaillent sur les espèces sociales, qui vivent en groupe, etc. Il n'y en a pas un qui soit hors du cadre darwinien. Donc, quand même, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est même étonnant avec toutes les controverses scientifiques, les différences scientifiques entre nous, qu'on arrive quand même, enfin, que les biologistes aient réussi à avoir un cadre commun. Et on n'arrive pas à avoir ce cadre dans les sciences sociales. Et ça, c'est une malédiction. Mais si on croit que ce n'est pas possible, évidemment, on ne va pas y arriver. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce cadre commun est possible, que des lois peuvent être formulées, qu'on peut dégager des invariants, mais que tout ça, il faut évidemment y travailler. Alors, un des éléments clés pour comprendre que les sociétés humaines ne se développent pas n'importe comment, à n'importe quel moment, etc., et qu'elles ont des forces qui les travaillent en permanence, c'est les phénomènes de convergence culturelle ou sociale. Alors ça a été étudié par des anthropologues, par des préhistoriens, beaucoup par des archéologues, c'est-à-dire des gens qui prennent large, à la différence de ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui travaillent sur des sociétés à chaque fois différentes. Là, on a affaire à des gens qui prennent de très nombreuses sociétés en charge. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient apparaître de manière indépendante dans des sociétés séparées qui n'ont pas été en contact. Donc il n'y a pas d'effet de diffusionnisme culturel. Ce n'est pas l'effet d'un contact. Et puis, ce n'est pas une homologie au sens biologique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ancêtre commun de ces gens-là qui avaient déjà la propriété avant de se séparer. Ils inventent indépendamment les mêmes choses. Et des choses très très proches. Alors, c'est le cas, par exemple, il y a un grand anthropologue nord-américain qui s'appelle Goldenweiser, qui a montré sur des haches, des lances, des canoës, la poterie, etc., que dans des espaces très très différents, sans contact, les gens ont inventé des formes extrêmement proches, avec des variations culturelles. À chaque fois, vous avez des petites décorations, des particularités. On n'a pas les mêmes matières de départ pour faire un certain nombre d'armes, d'artefacts, d'outils, etc. Mais quand même, voilà. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est donc bien qu'il y a des lois qui gouvernent ces choses-là. Et que quand c'est mûr pour apparaître, ça apparaît. Alors, c'est vrai aussi pour l'agriculture. 8 foyers d'invention indépendante de l'agriculture sur Terre. C'est quand même incroyable.
quand on nous dit les sociétés humaines sont tellement diversifiées, tellement variées, etc., ben non, non, non. Dès que ces sociétés ont été confrontées à un problème d'augmentation démographique, etc., elles ont trouvé des solutions. Et les solutions, ça a été l'agriculture, l'élevage. Et puis plus tard, l'agriculture et l'élevage intensifs. Et donc on a amélioré ces choses-là. Bon, je passe vite, mais c'est la même chose sur l'écriture. L'écriture qui paraît encore plus particulier. Hein, ça concerne une objectivation du langage, c'est très sophistiqué, etc. Ben, l'écriture apparaît dans des civilisations qui ne sont pas en contact les unes avec les autres. Et la formation de l'État, sur laquelle je travaille actuellement, ben c'est la même chose. On voit apparaître des formes d'État, à chaque fois avec des singularités, évidemment, mais quand même des formes d'État qui répondent à un certain nombre de problèmes qu'ont à affronter les sociétés en question. Donc, il y a des raisons de penser qu'il y a des lois qui gouvernent ce monde extrêmement complexe, enchevêtré, etc. Donc l'idée, c'est de refonder les sciences sociales sur des bases un peu plus solides. Et je pense qu'il faut opérer deux types de comparaisons. Nous manquons de comparaisons pour comprendre ce que sont les sociétés humaines et les grands principes de fonctionnement des sociétés humaines. La première chose, c'est des comparaisons systématiques inter-sociétés humaines. Ça a été beaucoup pratiqué par un anthropologue français qui s'appelle Alain Testard et qui a laissé une œuvre considérable et qui disait il ne faut pas comparer juste la France et l'Angleterre au XIXe siècle, des choses très proches comme ça, ce que conseillaient les historiens. Parce que beaucoup d'historiens ont dit on peut comparer deux régions du même pays, on peut comparer deux pays qui sont vraiment très proches dans les structures politiques, etc. Mais alors, on ne va pas se mettre à comparer. À quoi sert de comparer les Nambikwara dont je parlais tout à l'heure et nos sociétés capitalistes contemporaines? Or, c'est exactement ça que fait Testard en disant c'est le seul moyen à la fois de voir les différences et les points communs de ces sociétés. Donc, il y a une comparaison systématique entre les différentes sociétés humaines les plus contrastées qui s'impose. Ça suppose évidemment une déspécialisation, puisque un des mots de nos sciences, dans toutes les sciences, même les biologistes s'en plaignent, même les physiciens s'en plaignent, etc., c'est qu'il y a beaucoup de division du travail, et avec des spécialistes qui redécouvrent la même chose qu'un autre à l'autre bout, mais sur d'autres réalités. Et ça communique très peu, il y a très peu de synthèse, il y a très peu d'articulation des différents savoirs produits, différentes connaissances produites. Et du coup, on perd beaucoup en compréhension générale des phénomènes biologiques, physiques et en sciences sociales. C'est particulièrement important. La deuxième comparaison, elle est beaucoup plus étonnante, et j'en arrive à ma question de la science sociale du vivant. C'est qu'on peut faire des comparaisons inter-sociétés humaines et non humaines. C'est quelque chose qui remet en question beaucoup d'implicites des sciences sociales. Les sciences sociales se sont fondées, fin 19e siècle, début 20e, sur l'idée que le social, c'est le social humain. Nous travaillons sur des humains. Anthropologie, bon, ça dit clairement anthropos, c'est l'homme. Logie, voilà, science de l'homme. Les sociologues sont censés travailler sur le social, donc on pourrait se dire les sociologues auraient dû être intéressés par l'étude des sociétés, quelle que soit l'espèce en question. Et non, ils ont balayé ça. Alors ce serait trop long à expliquer, mais il y a eu des tentatives au XIXe siècle. Quand il y a eu la fondation des sciences sociales, on a écarté des gens qui disaient il y a des sociétés animales. Et aujourd'hui encore, quand je parle de tout ça à mes collègues, beaucoup de sociologues me disent mais est-ce que c'est des vraies sociétés ? Alors oui, depuis 80 ans, il y a des éthologues, des écologues du comportement qui travaillent sur des comportements sociaux, sur des structures sociales, sur des rapports sociaux qui sont propres à des espèces non humaines. Donc pour mettre au jour un certain nombre d'invariants, de lois de fonctionnement, etc., sortir de la société humaine pour avoir un levier comparatif est une nécessité. Alors, du coup, c'est intéressant. Pourquoi s'intéresser à la biologie, à l'éthologie ? Je signale que les éthologues sont formés en biologie. Pour moi, ce sont des sociologues des sociétés non humaines, mais ils sont formés par la biologie. Donc il y a tout un savoir
sociologique qui est produit par des non-sociologues ou par des non-chercheurs en sciences sociales. C'est très intéressant. Et ces deux mondes-là ne se parlent pas. Donc, vous avez des éthologues ou des écologues du comportement qui sont des vrais sociologues des sociétés animales non humaines, et des biologistes évolutifs qui se posent des questions. Qui se posent la question, mais à quel moment apparaissent des formes de vie sociale ? Toutes les espèces ne sont pas sociales. Parmi les espèces d'abeilles que vous pouvez connaître, vous en connaissez généralement qu'un type d'espèce. C'est les eusociales, c'est-à-dire les très sociales, avec une reine qui pond des milliers, des centaines de milliers d'œufs pendant sa vie, et vous avez une division du travail pour protéger, nourrir la progéniture, nettoyer, défendre la ruche, etc., etc. Bon. Mais la plupart des espèces d'abeilles, sur les dizaines de milliers d'espèces d'abeilles, la très très grande majorité, 99 et plus %, c'est des abeilles dites solitaires, qui ne vivent pas du tout en colonie. Donc, les biologistes, logiquement, se sont posé la question, comment ça se fait que des formes de vie s'organisent socialement ? Mais ça commence avec les bactéries. Avec les biofilms, il y a comme disent certains biologistes de manière un peu métaphorique, mais les bactéries savent se compter. Elles se comptent et quand elles se sentent suffisamment nombreuses, elles créent un biofilm et ce biofilm leur permet de se protéger des bactériophages, de ceux qui veulent manger, qui veulent les manger. Donc elles se protègent. Et là, vous avez, pourquoi je donne cet exemple ? Parce que vous avez la clé d'une partie du choix, entre guillemets, la sélection naturelle de formes de vie sociale plutôt que plus solitaires, c'est un gain en termes de survie. L'union fait la force, hein, si je peux résumer les choses. Pourquoi on se met en groupe ? Parce que, par exemple, thermorégulation, vous voyez les manchots sur la banquise, ils se mettent ensemble, ils ont moins froid. On se met ensemble parce que aussi il y a des prédateurs et le moindre, ça multiplie les yeux et les oreilles par rapport aux prédateurs. Donc s'il y en a un qui crie, d'ailleurs vous voyez, moi je marche régulièrement sur les quais du Rhône à Lyon, il y a des pigeons. S'il y a un pigeon qui commence à détaler, vous voyez tous les autres s'en aller. Parce qu'ils ont peur que l'autre ait repéré un truc. Et donc, il y a des comportements comme ça, sociaux, alors qu'on peut appeler grégaires, mais en fait, nous, on est un peu grégaires aussi comme ça, dans plein de situations. Donc, ça veut dire que la vie collective est un gain en termes de survie de tous ceux qui sont à l'intérieur du groupe. Par ailleurs, il y a d'autres coûts, mais c'est un gain tout à fait important. Donc, les biologistes se posent des questions que les sciences sociales ne se sont jamais posées. Pourquoi le social apparaît ? Vous avez des fables qu'on enseigne encore parfois dans certains cours d'initiation à la sociologie, et ça me désespère complètement. J'adore Rousseau, mais enfin quand même, le contrat social, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu des humains qui vivaient solitairement et qui se sont dit, bon, on va décider, on va signer un contrat et essayer de se mettre en groupe parce que c'est avantageux. Jamais. Jamais. De même que les chimpanzés, les bonobos qui sont nos plus proches cousins encore vivants, eh bien, ils vivent de manière sociale. Nous avons vécu en tant que genre homo et homo sapiens socialement d'emblée. Et c'est pas une question de contrat. Donc on n'a pas décidé de ça. C'est un fait évolutif et un fait évolutif plutôt avantageux. De la même façon, on a opposé nature et culture. Donc l'humain, pourquoi il est à part ? Pourquoi il faut faire des sciences de l'homme qui seraient des sciences en fait de la culture, hein. En Allemagne, il y avait l'idée de nous sommes des sciences culturelles, etc. En fait, on a toutes ces barrières ont été battues en brèche. On a fait tomber tout ça progressivement parce qu'on a découvert que si on définit la culture comme quelque chose qui se transmet d'une génération à une autre ou à l'intérieur même d'une génération, ces phénomènes-là existent dans tout le vivant. Voilà, des capacités d'apprentissage et de transmission culturelle existent à toutes les échelles, que ce soit des capacités de mémorisation, d'anticipation d'un certain nombre d'événements quand l'organisme a repéré des régularités dans son environnement, etc. Habituation et association, par exemple, apprentissage par association.
c'est des mécanismes qu'on retrouve chez des unicellulaires. Une collègue, Audrey Dussutour, qui est à Toulouse, qui travaille sur un unicellulaire qu'elle a appelé le blob. Enfin, donc elle a utilisé le terme d'un film parce que ça ressemble à une sorte de choses un peu dégoûtantes et collantes, visqueuses, etc. Dans un film de science-fiction, je crois, avec Steve McQueen dans les années 60. Et c'est un unicellulaire, mais très très grand, enfin qui peut être très très grand, et qui est capable de mémoriser, de se rappeler d'un certain nombre donc, de choses qu'il a vécues, d'anticiper un certain nombre d'événements, si on l'a soumis à des refroidissements soudains et réguliers. Donc tout ça existe dans le vivant. Et puis on a de l'apprentissage social par imitation, par copie de ce qui existe. Ça, chez tous les mammifères, vous avez ce genre de phénomène. Des collègues biologistes ont d'ailleurs travaillé sur des petites mouches du vinaigre, les drosophiles. Les drosophiles ont des transmissions culturelles dans les choix amoureux. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est très sérieux, ça a été publié dans les plus grandes revues, etc. Et de la même façon, on a cru longtemps tenir à une spécificité humaine avec les artefacts, c'est-à-dire les outils, les armes, etc. Et on s'est rendu compte petit à petit que beaucoup d'oiseaux, de poissons, d'insectes et évidemment de mammifères non seulement utilisaient des objets extérieurs pour faire un certain nombre d'actions, mais fabriquaient ces objets dans certains cas. J'aurais pu montrer des vidéos de corvidés qui sont capables de tordre un morceau de métal pour aller chercher une nourriture qui leur est pas accessible directement. Enfin, voilà. Donc, le culturel, qui était censé être purement humain, on le retrouve ailleurs. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les corrélats sociaux. Alors, les conséquences sociales, si vous voulez, c'est peut-être un peu moins barbare, les conséquences sociales des propriétés biologiques de chaque espèce. C'est-à-dire, il y a des conséquences à chacune de nos propriétés biologiques et aussi à la combinaison, ce qui est compliqué. Ça, j'arriverai pas à vous le faire ressentir, donc je vais un peu séparer et traiter que d'un seul cas, le cas de l'altricialité secondaire. On prend un certain nombre de propriétés de l'espèce humaine, on voit la première grande propriété, c'est l'altricialité secondaire, c'est en fait le long développement extra-utérin du petit humain. Nous naissons tous prématurés, vulnérables, sans aucune force musculaire, etc. Et nous devons être protégés, soutenus, choyés, nourris, nettoyés, tout ce que vous voulez, par des adultes. Ça peut être les parents, la plupart du temps c'est les parents, mais pas que. Et ça va avoir des conséquences sociales multiples. Le fait de vivre de manière terrestre, par exemple, c'est aussi une condition très très importante pour comprendre le type de société qu'on a organisé. La partition des sexes, évidemment, mais aussi avec reproduction sexuée et sans période de rut, ça c'est très important. La plupart des mammifères qui vivent en groupes sociaux, les mâles, ils sont à distance. Les groupes sociaux qu'on observe, c'est un groupe de femelles, avec les petits au milieu qui sont protégés par les femelles, et les mâles, ils errent autour et ils reviennent pour se reproduire. Bon, ça peut vous faire penser à des situations humaines. Dans certains cas, c'est-à-dire cet éloignement des humains hommes par rapport à la progéniture, elle n'est pas complètement détachée de cette histoire évolutive où on a eu des mâles qui n'étaient pas très concernés par la vie en groupe. Voilà. Les groupes, ils commencent par, encore une fois, des femelles et leurs petits. Et les femelles, d'ailleurs, élèvent souvent en groupe les petits dans plein de sociétés. Viviparité, grossesse longue, voilà, gestation, voilà, et puis ça dure longtemps, la grossesse, etc. L'uniparité, c'est quand même le fait que nous fassions un seul enfant la plupart du temps à la fois, ce qui fait peser sur l'espèce voilà, une responsabilité lourde, parce que pour arriver à se reproduire, on sait bien qu'il faut 2 parents, il faut qu'ils en aient au moins 2 pour assurer la reproduction de l'État. Bon, si on en fait plus, voilà, on peut s'étendre démographiquement, mais on en fait un
un à la fois. Et c'est un enfant extrêmement coûteux, puisqu'il est très vulnérable et qui va rester très longtemps dépendant des parents. Très très longtemps. La grande longévité, je ne vais pas m'étendre, mais le fait que nous puissions avoir des processus d'apprentissage et de transmission culturelle, alors que nous avons plusieurs dizaines d'années de vie, que nous pouvons accumuler pendant ces dizaines d'années de vie des savoirs, des expériences, etc. Et le fait surtout que nous puissions vivre 3 générations en même temps, nous a permis le décollage culturel que nous connaissons. Au départ, c'était à bas bruit. Les artefacts, pendant longtemps, on n'a pas été au-dessus du singe, du chimpanzé. On a cassé des cailloux, on a pris des morceaux de bois et on a fait des choses. Et puis progressivement, ça monte. Et puis alors quand vous arrivez vers le 18e, 19e, 20e siècle, ça monte, c'est exponentiel, ça explose. Mais il a fallu des bonnes conditions, et parmi les bonnes conditions, c'est une très grande longévité. Enfin, une grande longévité. Il y a des animaux qui vivent plus longtemps que nous. Mais enfin, on est en train de progressivement d'approcher, on a de plus en plus de centenaires, etc. Donc on est quand même des espèces à longue vie. Et donc c'est à la fois un effet de la longue vie et du fait que 3 générations peuvent vivre ensemble et qu'il y a des transmissions culturelles qui peuvent avoir lieu. Alors, je vais regarder un certain nombre de conséquences de l'altricialité secondaire. La première conséquence, en disant en 2 mots, déjà, l'altricialité secondaire, c'est le produit de ce qu'on appelle un dilemme obstétrique. C'est-à-dire que vous avez à la fois un processus d'augmentation du cerveau humain par rapport à la taille générale du corps, que si on voulait attendre que l'enfant soit mûr pour sortir, il ne sortirait plus. Voilà. Donc déjà que les pauvres femmes sont mortes en couche parce que ça a été une boucherie, l'histoire de l'humanité. Excusez-moi, mais ça a été terrible. Tous les gens qui travaillent sur ces questions-là savent que la première mort, c'est à l'accouchement, et les enfants mourraient au moment de la naissance. Donc, il a fallu que la sélection naturelle permette qu'ils sortent avant terme. Bon. La conséquence, c'est qu'il est immédiatement en interaction sociale avec d'autres. On s'étonne souvent de la socialité, l'hypersocialité des humains. Ben oui, mais nos petits, ils n'ont pas terminé leur formation de cerveau, etc., qui sont déjà en interaction sociale depuis longtemps. Dès le début, on leur parle, on a des gestes, ils ont des capacités d'ailleurs. Vous prenez un bébé, vous froncez les sourcils, il fronce les sourcils, vous souriez, il sourit, etc. C'est des éponges. Ils ont une capacité tout à fait innée à suivre vos sentiments, vos émotions, à vous suivre du regard aussi. C'est très important, le regard chez les petits humains. Et ça a une conséquence, c'est qu'il va y avoir un resserrement chez tous les mammifères. L'altricialité secondaire. Alors, l'altricialité, plus généralement, et l'altricialité secondaire, c'est-à-dire la plus grande altricialité, la plus longue dépendance chez les humains, ça va entraîner un resserrement du lien mère-enfant. Bon. Un chiffre massif, 95% des espèces de mammifères ont un soin monoparental femelle. Les femelles, donc 95% des espèces de mammifères s'occupent seules des petits. Ce qui est l'inverse chez les oiseaux, avec 90% à peu près alors pas tout à fait l'inverse, mais 90% des espèces d'oiseaux où il y a un soin biparental. Les pères et les mères apportent du soin tous les deux à la progéniture. Et les poissons, eux, il y a une très forte proportion de pères seuls qui s'occupent de leurs petits. Donc le rêve d'une société où les hommes s'occuperaient des enfants, il faut le chercher du côté des poissons. Je suis désolé, ce serait plus facile de partir de là. Mais nous, on est affligés par cette chose que voilà, il n'y a pas de morale dans la nature. C'est comme ça. Les femelles ont assuré la gestation, ont assuré l'allaitement, etc. Et je précise que sur nos 300 000 ans d'Homo sapiens, l'arrivée du lait maternisé, du tire-lait,
du biberon, etc. C'est la toute dernière pointe. Quand on me dit, oui, mais enfin, le père peut aussi prendre le biberon. Ben oui, mais depuis quand? Sur 300 000 ans, c'est dérisoire. C'est très très récent et c'est pas un hasard si les mouvements féministes ont progressé dans le même temps ou s'inventer ces choses qui ont permis de desserrer le lien mère-enfant. On est le premier mammifère à commencer à desserrer le lien mère-enfant, donc c'est notre propriété, le fait d'être culturel, d'avoir des artefacts, etc., qui nous a permis ça. Deuxième chose, conséquence de l'altricialité secondaire, c'est l'élevage communautaire. On dit souvent, il faut tout un village pour élever un enfant. Alors, certainement pas tout un village, mais beaucoup de gens. Et quand les gens ont commencé à compter le nombre d'individus qui étaient concernés dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu encore observer, qui ne sont pas détruites totalement par nos horribles sociétés capitalistes qui vont partout et détruisent tout, quand on a pu encore observer ça, qu'on a compté, on a vu que oui, c'était des dizaines de gens qui, à un moment ou à un autre, pour quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours ou à différents moments de la journée, interviennent. C'est plutôt des apparentés, d'où, par exemple, la théorie de la grand-mère, on appelle comme ça en paléoanthropologie, c'est-à-dire pourquoi ce mystère des femmes continuent à vivre après la ménopause. Alors que je vous annonce le truc, c'est que dans la plupart des espèces, une fois que vous n'êtes plus reproductif, vous mourrez. Voilà. Il y a même des espèces, chez les pieuvres, la femelle pond les œufs et il y a un mécanisme biologique qui la fait mourir immédiatement après. C'est super comme vie. Ça amènerait les pieuvres à penser, si elles étaient conscientes, qu'il ne faut pas qu'elles fassent de petits, parce que si elles veulent vivre, il ne faut surtout pas avoir des petits. Donc il y a des mécanismes comme ça, et nous avons, on a des grands-mères qui sont depuis longtemps sorties de la possibilité de la reproduction, et voilà. Mais il y a aussi les frères et sœurs, il y a les voisins, voisines, les cousins, cousines, etc. Et il y a tout un réseau qui aide à l'enfant, et ça va amener quelque chose comme d'abord une importance du réseau de parenté, parce que ça c'est les premières choses. Les apparentés sont très concernées par l'élevage collectif, coopératif du petit, mais aussi à de l'altruisme, c'est-à-dire qu'on s'entraide pour s'occuper de ces enfants qui sont quand même terribles. Et quand vous voyez aujourd'hui les taux de dépression de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, mais ça s'explique tout à fait. Tous les paléoanthropologues savent très bien que c'est extrêmement difficile pour un individu seul, qu'il soit d'ailleurs homme ou femme, de s'occuper tout seul, d'être en tête-à-tête avec un bébé toute la journée, ça rend fou. Parce que c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement difficile. Et tous ceux qui ont vécu ça et qui ont gardé la mémoire de ça, ils peuvent en témoigner. Autre chose, troisième conséquence, la protection de l'enfant, le don de soi, est la base de l'altruisme finalement. Le fait d'avoir des petits dont on doit s'occuper longtemps, ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Il y a des espèces qui font leurs petits qui s'en vont. J'ai dit, il y en a qui meurent juste après, mais d'autres, les abeilles solitaires, elles laissent les petits avec à manger dans la cellule et elles s'en vont. Et les petits vont se débrouiller tout seuls. Donc il y a des espèces sans soins parentaux. L'altricialité secondaire, c'est une longue dépendance des petits par rapport à leurs parents, ou plus généralement aux adultes qu'il y a autour d'eux. Et ça, Darwin avait souligné le fait que ce qu'il appelait l'instinct social, c'est-à-dire la capacité à s'occuper d'autrui, alors que logiquement, si on défendait tous nos gènes, alors Darwin ne savait pas que le gène existait, hein, on est d'accord, mais dans les logiques d'adaptation, etc., on devrait chacun défendre sa peau. C'est-à-dire on a un enfant, il est pénible, on le laisse. Voilà. Et l'espèce se termine là. Parce que, évidemment, si on ne s'occupe pas des petits, on ne peut pas aller bien loin. Mais donc, cette nécessité qu'on a eue pour faire survivre l'espèce de s'occuper des petits, c'est le début de l'altruisme. C'est le début de ce que Darwin appelait l'instinct social et qui va augmenter. C'est-à-dire, cet instinct social, il va se limiter aux apparentés, puis à des non-apparentés, mais qui font partie du même groupe social, à des groupes culturels proches, à des ethnies proches, etc., ou à la même ethnie, etc., etc. Donc on a là la base avec cette longue dépendance des petits vis-à-vis de leurs parents, de tout ce qui est disposition altruiste. Donc, quatrième conséquence,
et alors qu'il y a plein d'effets, donc je vais les signaler très rapidement, c'est le fait qu'il y ait une longue dépendance des petits par rapport à leurs parents, aux adultes plus généralement, fait qu'il y a une domination adulte par rapport aux enfants. Alors, il y a plein de gens qui me contestent régulièrement en me disant « Ah oui, mais quand même, on est bienveillant et justement, on se sacrifie pour nos enfants, etc. » Oui, mais vous les dominez. Et cette domination se voit très bien en cas d'infanticide, en cas d'inceste, en cas de mauvais traitement physique, psychologique, etc. Bref, je ne vais pas rentrer, on peut avoir des questions après, mais il y a clairement un rapport de force défavorable aux enfants, c'est normal, ils sont vulnérables, nous sommes puissants, ils sont dépendants, nous sommes autonomes, ils ne savent rien, nous leur apprenons ce qu'ils doivent apprendre pour se débrouiller en société, etc., etc. Ce fait-là va avoir des conséquences majeures dans des rapports extrêmement différents dans toutes les sociétés humaines. Avec une loi que j'appelle la loi de succession hiérarchisée ou de la prévalence de l'antérieur sur le postérieur, c'est-à-dire le principe général, c'est vous êtes arrivé avant, vous dominez ceux qui arrivent après. Si vous retenez ça, vous comprenez énormément de choses. Alors je vais lister simplement, mais première société humaine, les vieux dominent les jeunes en permanence. Alors, ils les dominent et ils les protègent. C'est à la fois face sombre et face claire. C'est je domine, mais je suis bienveillant. Je les aide. Voilà. Mais dans l'idée d'aider, il y a quelque chose qui est, on voit bien, ça peut être de la condescendance. Hein. J'aide parce qu'il est plus faible, il est plus petit. Donc c'est une reconnaissance du rapport de domination, du pouvoir déséquilibré qu'il y a entre le petit et le plus vieux. Or, il se trouve que les premières sociétés humaines, les premières formes de sociétés humaines connues, c'est des gérontocraties. Les vieux dominent. Vous avez des conseils de sages, c'est des mâles, enfin des hommes vieux qui dominent tout le groupe, qui interdisent aux plus jeunes d'aller vers les épouses les plus intéressantes, etc., qui ont plusieurs épouses, etc., etc. C'est vraiment une domination des vieux sur les jeunes. Ça continue de manière un peu atténuée, mais entre les aînés et les cadets. Alors ça, c'est une chose extraordinaire, c'est que moi j'ai lu des tonnes de choses en anthropologie, en histoire, etc. Et beaucoup de gens ont travaillé sur ces questions d'aînés-cadets. Les aînés ont des privilèges sur les cadets. Et en même temps, les aînés ils doivent protéger les cadets, ils sont responsables de leurs cadets, etc. 5 minutes. Donc je ne vais pas trop développer, mais en tout cas, on trouve cette situation-là aîné-cadet parce que c'est une déclinaison du rapport vieux-jeune. Vous avez ceux qui sont arrivés avant, qui ont une prédominance en termes de transmission, etc., sur les cadets. La même chose, les sociétés à lignage ou à clan, qui ont des ancêtres qui se retrouvent dans un ancêtre, quand ils peuvent dire notre ancêtre était là avant sur cette terre, alors ils dominent ceux qui arrivent après. Voilà. Donc là aussi, ça structure des choses qui n'ont rien à voir avec les rapports parents-enfants, etc. Sur la domination masculine, le nombre d'anthropologues qui ont remarqué dans des sociétés les plus différentes qu'on traite les femmes comme des mineurs, comme des cadettes, y compris avec leurs frères qui sont leurs cadets. Et une femme reste une cadette par rapport à une fille, reste cadette par rapport à son frère qui est son cadet en vrai, mais il y a cette domination masculine qui vient renverser le truc. Mais il y a toujours une retraduction en rapport vieux-jeune, parent-enfant, des rapports entre hommes et femmes. Ça se voit sur les rapports économiques, les patrons qu'on appelle paternalistes. Ça n'a jamais choqué les gens. On n'a jamais mis en relation toutes les choses que je suis en train de dire. Pourquoi des patrons, pendant très longtemps, se sont présentés comme des chefs de famille? On a une grande famille, on a le même objectif, etc. Il n'y a pas toujours les mêmes objectifs dans une société de classe, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent. Entre colonisateurs et colonisés, là, il y a des travaux qui portent sur tout le vocabulaire qui est utilisé. Quand on parle de boy, ça veut dire qu'on ramène à des garçons, à des situations infantilisées. Bon. Voilà, nos gouvernants qui se présentent toujours comme des pères de la nation, etc., des protecteurs du groupe. Si vous prenez le discours d'Emmanuel Macron au moment de la pandémie, il a dit « je vais m'occuper de vous, je vous soignerai, je vous protégerai ». On attend toujours.
Mais voilà, puisqu'on n'avait pas de masque, hein, et ainsi de suite. Mais en tout cas, à chaque fois, et même dans les moments où il y a des conflits sociaux, des gens dans la rue, etc., ils disent on n'a pas encore fait assez de pédagogie. C'est-à-dire, ils traitent le peuple comme des enfants. C'est-à-dire, les peuples, généralement, ils ont bien compris que non, ils ne voulaient pas cette réforme des retraites. Mais on leur dit non, mais on va vous réexpliquer. C'est comme si vous étiez à l'école et qu'on vous disait bon, bah, vous n'avez pas encore compris. Donc à chaque fois, on infantilise, on est dans ces rapports-là. Et sur le magico-religieux, c'est aussi la même chose. On a des esprits protecteurs, des esprits au départ de la forêt, de la rivière, de ceci, de cela, puis des divinités et des dieux à qui on fait appel pour nous protéger. Et on a à chaque fois, on fait des rituels pour demander aide-nous. On veut avoir une bonne récolte, on veut avoir pas trop de morts à la guerre, on veut que la pluie tombe pour avoir justement une bonne récolte et ainsi de suite. Donc le magico-religieux, c'est une demande de protection. Voilà, on se met en situation parent-enfant par rapport à des puissances qui sont supérieures à nous. Tout ça étant lié toujours à la même chose et fin des conséquences, pour le moment, de l'altricialité secondaire, ça, on le voit avec les animaux. Nous sommes une des seules espèces à domestiquer et à apprivoiser des animaux, et comme par hasard, certains anthropologues parlent d'animal enfant. Nous traitons les animaux comme des enfants. Ils sont là, on les a pour les câliner, c'est des enfants idéaux, puisqu'ils n'ont pas de crise d'adolescence, ils n'ont pas de... Enfin, les chats, peut-être, je sais pas. Il faudrait voir. Mais en tout cas, voilà, ils sont complètement dépendants de nous, c'est nous qui les nourrissons, ils ne peuvent plus vivre dans la nature, parce que la plupart du temps, ils sont tellement adaptés à l'humain que voilà. Et du coup, on voit que dès qu'il y a d'autres espèces qui se rapprochent des humains, ils sont mis encore toujours dans ce champ relationnel où ils sont traités comme des enfants par rapport à des adultes. Donc l'espèce humaine a domestiqué en rendant dépendantes des espèces animales non humaines par rapport à eux. Alors, je termine sur vraiment un point et qui va intéresser mon collègue qui connaît sans doute très bien ça et mieux que moi. J'ai repris en fait une définition une définition très large de la vie qui a été définie par deux spécialistes américains. Il y a un astrobiologiste et un autre qui est spécialiste des systèmes complexes, Stuart Bartlett et Michael Wang, qui ont défini autrement. Il y avait une définition de la NASA pour reconnaître des formes de vie. Quand on fait, voilà, on étudie des formes de vie éventuellement sur Mars, dans d'autres planètes, etc. Ils ont mis un certain nombre de caractéristiques. Je ne vais pas les expliquer, c'est impossible, puisque je crois que j'ai déjà dépassé. Mais ils disent que tout vivant, alors ils disent life, ça se prononce life. Il y a la life et life. Le Y se dit Y, donc life. Ben, la life, ou le vivant avec un Y, ben, c'est tout être vivant est une structure, un organisme capable de dissipation, d'autocatalyse, d'homéostasie, d'apprentissage. C'est très intéressant qu'ils aient rajouté cette catégorie-là, parce que depuis l'unicellulaire jusqu'à nous, il y a des processus d'apprentissage, de mémorisation, etc. Et que tout ça prouve que... Alors, ce serait trop compliqué, hein, encore une fois, de développer. Mais si vous prenez... Là, il faut me croire sur parole, et après aller voir le petit livre vert, si j'ose dire, parce que le petit livre rouge a déjà été pris. Vous avez vers une science sociale du vivant. À la fin, je décris les conséquences pour l'espèce humaine de ces grandes propriétés de la vie. Nous avons les mêmes problèmes nous devons nous nourrir comme toutes les autres. Nous devons nous défendre par rapport à des attaques extérieures de prédateurs ou d'autres groupes humains. Nous devons nous autoréguler à l'intérieur, qu'il n'y ait pas trop de conflits à l'intérieur, etc. Et nous devons apprendre des choses, nous transmettre des choses, etc. Et on voit que selon les espèces, en fonction des propriétés biologiques de chaque espèce, eh bien, ça va donner lieu à des structures sociales différentes. Et c'est ça tout le
programmes scientifiques qu'on est en train de développer autour de cette science sociale du vivant. Je vous remercie de votre attention.